Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, franchement, fait un peu rêver. Comment est-ce qu'on arrive à créer des événements vraiment mythiques, avec des célébrités, mais sans faire sauter la banque? Pour nous guider, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Emmanuel Fakovi, le fondateur d'Hypanovia. Alors, pour y voir plus clair, on a découpé cette masterclass en 4 temps forts. D'abord, on va poser les fondations, la vision. Parce que, eh oui, tout part de là. Ensuite, on plonge dans le concret, le dur, le plan. Comment on trouve le lieu parfait et comment on attire LES, bonne personne. Troisième acte, Emmanuel va nous révéler ses secrets, l'art de l'approche, sans doute le moment le plus critique. Et pour finir, on regardera le résultat, l'impact, ce que tout ça rapporte vraiment. C'est parti! Bonjour Emmanuel, toi, c'est ton quotidien d'organiser des événements dingues avec des stars mondiales. Alors dis-nous tout, tu vas nous livrer quelques secrets, j'espère? Bon Emmanuel, on attaque avec la première partie. Et pour commencer, parlons un peu de toi. Ce qui est intéressant, c'est que ton parcours, il est, disons, pas du tout celui d'un pro de l'événementiel classique, n'est-ce pas? Si Sam. Oui, c'est vrai que mon parcours est, disons, pas tout à fait classique pour le monde de l'événementiel. Les détours ont été plutôt formateurs, on va dire. Justement, parlons-en de ce parcours. Il sort vraiment des sentiers battus de l'événementiel pur. Qu'est-ce qui vous a amené à intégrer cette dimension événementielle de haut niveau dans votre activité principale de conseil en stratégie internationale? L'idée de départ, c'est une conviction qui s'est forgée au fil de mes expériences à l'étranger, beaucoup dans la tech, le numérique. J'ai travaillé dans une 12aine de pays. Et j'ai vu un truc universel. Cet attrait pour l'exceptionnel, pour l'inattendu, que ce soit à Tokyo, New York ou ici à Paris. Les expériences qui marquent vraiment, elles ont souvent les mêmes ingrédients. Un lieu qui sort de l'ordinaire, des personnalités fortes, inspirantes et un moment unique, quoi. Le déclic, ça a été de vouloir en fait transposer la puissance des expériences B2C, pensez à Apple ou à l'impact d'une conférence TED, au monde du B2B, qui est souvent, avouons-le, un peu trop conventionnel. Je me suis dit, pourquoi le développement pro ne pourrait pas être une expérience inspirante en soi? Une volonté de casser les codes, donc. Et un des premiers leviers que vous mentionnez souvent, c'est le lieu. Comment on fait pour dénicher ces endroits iconiques sans faire exploser les budgets? Ah, le lieu, c'est crucial. Ça donne le ton tout de suite. Quand vous dites on organise un truc au Palais de Tokyo, ça positionne immédiatement l'événement. Mes critères sont assez simples en fait. Il faut que ce soit central, accessible et surtout qu'il y ait un impact visuel fort. Cet effet waouh quoi. Je regarde beaucoup du côté des galeries, des musées, des fondations d'art, le Palais de Tokyo, Lafayette Anticipation, Jacques Marandré. Ce sont des lieux qui sont rodés pour accueillir du monde, mais ils sont moins sursollicités par le corporate classique que les grands hôtels ou les centres de conférences. Oui, mais on imagine que ces lieux prestigieux restent chers. C'est quoi l'astuce alors? Le timing. C'est ça le secret. Il faut oser les horaires qui sortent un peu de l'ordinaire. Un musée, par exemple, c'est souvent dispo et beaucoup moins cher le matin. J'ai pu avoir le Palais de Tokyo pour environ 5 000 € en matinée. Le même espace, le foire, c'est minimum 3 fois plus, voire plus. C'est une astuce simple, mais hyper efficace. Après, il y a toujours des imprévus possibles. Je me souviens d'une fois où le gardien avait oublié les clés, et le networking a commencé sur le trottoir. Mais parfois, ces petits aléas, ça crée une énergie assez unique. L'audace, ça semble être un peu le maître mot. Comme l'exemple du Palais Brongniart, l'ancienne bourse de Paris transformée en QG VIP pour Team USA pendant les JO. Exactement. Voir ce monument historique devenir une sorte de bar sportif américain survolté pour les athlètes, les sponsors, c'était la preuve qu'il faut oser, qu'il faut bousculer un peu les habitudes. Clairement, l'audace, ça paye. D'accord. Un lieu exceptionnel, c'est une base solide. Mais ensuite, il faut le remplir avec ces fameuses personnalités VIP. Comment on s'y prend pour construire cette Dream Team? Alors là, c'est une question de méthode. Je commence toujours par une liste que j'appelle mon top 10 de rêves. Des profils qui peuvent paraître complètement inaccessibles. Une ancienne première dame américaine, un designer star mondialement connu, un grand joueur de NBA, une chef multi-étoilée. Sur cette liste un peu folle, on arrive parfois à avoir 50% de succès. Ah oui, quand même. Oui. Et le premier oui, c'est souvent le plus dur à obtenir. Mais une fois qu'on l'a, par exemple celui d'une grande chef respectée, ça crée un effet d'entraînement assez incroyable. Sa présence devient un argument de poids pour convaincre les autres.
Ensuite, j'élargis la recherche à un top 100, on va dire, de profils un peu plus accessibles. Je les repère via les classements connus, genre Times, Forbes, Vanity Fair. L'idée, c'est de faire un panachage stratégique. Des sportifs pour l'aspect performance, des artistes pour la créativité, des entrepreneurs pour l'inspiration. Il faut que ça colle au thème de l'événement et bien sûr à l'audience qu'on vise. Et un point crucial, toujours vérifier la réputation en amont. Faut éviter les mauvaises surprises, les casseroles comme on dit. Et cet argument, l'année dernière, on a eu X et Y, ça fonctionne vraiment pour attirer de nouveaux noms? Ah ouais, absolument. C'est ce que j'appelle l'effet de gamme. Si vous avez accueilli un designer mondial ou une chef étoilée la première année, ça facilite énormément les démarches pour l'année suivante. Ça crée un cercle vertueux de crédibilité. Si telle ou telle personnalité est venue, ça veut dire que l'événement est sérieux, qu'il a une certaine stature. Bon, on a la liste. Vient l'étape souvent redoutée, trouver les contacts. C'est un vrai travail de détective, j'imagine. Oui, c'est souvent la partie la plus longue et la plus fastidieuse. Sherlock Holmes, quoi. LinkedIn, c'est une base, évidemment. Mais après, il faut creuser la presse spécialisée, mode, sport, business, les mentions dans les articles, essayer d'identifier l'entourage clé, l'assistante, le manager, l'attaché de presse. Il y a des outils pros comme Rocket Reach, Lusha, Hunter, qui aident pas mal, on va dire, 70% d'efficacité. Mais pour les 30% restants, c'est de la persévérance pure. Parfois, le contact se fait par ricochet l'année d'après seulement. Vous avez dû vivre des moments un peu cocasses pendant cette phase de recherche, non? Oh que oui! Je me souviens d'avoir dû pitcher tout le concept de l'événement depuis un téléphérique dans les Alpes suisses. Le staff d'un grand directeur artistique m'avait répondu par email en me disant « Ok, il a 15 minutes là, maintenant. » Fallait y aller. Ou une autre fois, un appel à 6 heures du matin avec le staff américain d'une star. Grosse confusion sur le fuseau horaire, j'étais pas du tout préparé. J'ai improvisé, en mode c'est ça le French style. Et ça a marché, ils ont signé. La spontanéité parfois. Incroyable. Mais au-delà de trouver le bon email ou le bon numéro, quel est le secret pour que l'approche réussisse vraiment? 2 choses. La préparation et surtout identifier la motivation profonde de la personne qu'on vise. Et ça, il faut le faire avant même le premier contact. Il faut connaître sa bio sur le bout des doigts, ses projets récents, les causes qui lui tiennent à cœur, son actualité. Je distingue en gros 3 profils de motivation si on met de côté l'argent, bien sûr, quand le budget est limité. Et quels sont ces profils? Alors, premièrement, il y a les personnalités qui sont sincèrement engagées pour une cause. Prenons un directeur artistique passionné par l'inclusion qui a fait un docu là-dessus. Si votre événement résonne avec cette cause, la motivation n'est plus du tout financière, c'est l'impact. Deuxièmement, ceux qui ont des intérêts, disons, business indirects. Ça peut être un chef de palace qui cherche des investisseurs pour ouvrir son propre restaurant. Ou une star de la NBA qui veut développer ses écoles de sport en France. Pour eux, l'événement devient une plateforme de networking hyper qualifiée pour leur projet. Intéressant. Et le troisième profil? C'est tout simplement l'attrait pour l'événement lui-même. Le prestige du lieu, la qualité de l'audience attendue, la présence d'autres personnalités qui les intéressent. Dans ce cas, la simple participation devient valorisante pour eux. Comprendre quelle est la motivation principale, ça permet de personnaliser totalement l'approche. Et j'imagine que ça doit donner des moments assez forts et authentiques sur scène ensuite. Ah oui, des moments incroyables, et souvent complètement non scriptés. J'ai vu une star du sport inviter spontanément un jeune du public à venir visiter ses académies aux États-Unis, ou un designer se lancer dans un atelier improvisé avec les participants. C'est cette magie-là, cette spontanéité qui marque vraiment les esprits. Concrètement, le premier email d'approche, ça ressemble à quoi? Court, direct? 10 lignes maximum et ultra personnalisé. Il faut partir de leur actualité, de leurs engagements. Quelque chose comme « j'ai vu votre implication pour telle cause » ou « votre récent projet sur tel sujet m'a vraiment interpellé ». Ensuite, on mentionne le lieu iconique, le type d'audience et surtout la proposition de valeur pour eux. Une rencontre unique, une tribune pour leur message, une opportunité de mettre en lumière leur action, par exemple. On ne fait pas de demande explicite de participation, c'est plus une invitation subtile à une rencontre. Et si ça mord, vient l'appel décisif avec le staff, le fameux gardien du temple. Exactement, c'est le moment de vérité. Ça dure 15-20 minutes en général. Et là, il faut être prêt. Préparation quasi militaire, un script bien rodé, présentation hyper claire du concept, du lieu, des autres intervenants. Qu'ils soient déjà confirmés ou encore en discussion avancée. C'est là qu'il faut savoir, disons, projeter la réussite pour la construire, de manière éthique bien sûr. Mentionner qu'on est en pourparlers avec d'autres grands noms, ça rassure, ça montre le niveau d'ambition. Comment on gère la pression?
pendant ces appels cruciaux. Il faut projeter une confiance absolue, même si à l'intérieur on tremble un peu. Le staff des célébrités, leur job, c'est aussi d'évaluer la solidité de l'organisation. La moindre hésitation, le moindre flottement, ça peut être fatal. Faut être sûr de son coup. Ok, le oui est obtenu. Félicitations. Et après, que se passe-t-il? Moins de communication qu'on pourrait le croire? Oui, étonnamment, c'est souvent le cas. Avec la célébrité elle-même, la communication devient assez minimale. On envoie les détails logistiques, le déroulé, etc., environ un mois avant l'événement. Ce sont des professionnels aguerris, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont l'habitude. C'est parfois un peu déconcertant au début, on aimerait plus d'échanges, mais c'est leur façon de fonctionner, faut l'accepter. Le risque d'annulation de dernière minute, il existe toujours, j'imagine. Comment on gère ça, finalement? Ouais, le risque zéro n'existe pas. La règle d'or, c'est de toujours avoir au moins 2, idéalement 3 têtes d'affiche confirmées. Comme ça, si l'une doit annuler pour une urgence, un problème familial, un impératif d'agenda, ça arrive, l'événement tient toujours la route. Faut accepter cette part d'incertitude, ça fait partie du jeu. Et le jour J, l'ambiance en coulisses, c'est comment? Il y a cette fameuse magie qui opère? Souvent, oui, il y a quelque chose de spécial. Voir arriver ce grand nom du design, tiré à 4 épingles en Balmain, mais super souriant, accessible, alors qu'il fréquente les plus grands événements mondiaux, c'est assez bluffant. Ou ce chef multi-étoilé qui débarque 2 heures en avance et qui se met à préparer un petit truc à manger pour les bénévoles avant de lancer la journée en chantant. Ce sont des moments vraiment forts. La grande majorité, en fait, sont incroyablement humbles, pros et généreux. Et quand il y a des imprévus, techniques, une panne de micro, ce genre de choses? Parfois, ça donne les meilleurs moments. J'ai le souvenir d'une panne de micro pour un directeur artistique. Il a transformé ça en slam improvisé a cappella. C'était génial! Ou un champion de tennis qui n'avait plus de feutre pour les autographes, il a continué avec le rouge à lèvres d'une personne du staff. Cette authenticité, cette capacité à rebondir, c'est souvent très apprécié par le public. Et puis, il y a tout ce qui se passe en coulisses, les conversations informelles. C'est là aussi que naissent parfois des partenariats inattendus. Très parlant. Et concrètement, quel est l'impact de ces événements pour les entreprises qui y participent ou pour vous qui les organisez? C'est mesurable? L'impact est énorme, vraiment. D'abord, il y a un transfert de crédibilité quasi immédiat. Quand les participants postent sur LinkedIn « Super échange avec le champion olympique machin » ou « Inspiré par la vision de la designer truc », ça génère des semaines de contenu positif et gratuit. La règle d'or pour l'organisateur, c'est de toujours mettre en valeur les invités et les participants. Jamais soi-même. La lumière doit être sur eux. Ensuite, ça change radicalement la perception de votre propre professionnalisme. Les gens vous disent « Ah, c'est vous qui avez fait venir un tel ». Impressionnant. Ça ouvre des portes, c'est clair. J'ai même l'exemple très concret d'un participant qui a lancé son entreprise aux États-Unis grâce à un contact, un deal qui s'est noué pendant un de nos événements. Le bouche à oreille fonctionne à plein régime aussi. On nous demande souvent de répliquer le format. C'est devenu une sorte de signature, un vrai accélérateur commercial. Et l'expérience des JO de Paris, ça a confirmé ou nuancé certains de ces impacts? Ça a surtout confirmé et amplifié. Travailler avec de gros sponsors américains, leurs athlètes stars, ça a souligné l'importance de comprendre les codes culturels, leur goût pour le spectacle, les stats, le storytelling à l'américaine. Mais ça a aussi confirmé que l'objectif final, universel, c'est bien la création de connexions authentiques. Et pour nous, chez Hypanovia, ça a indéniablement renforcé notre crédibilité sur la scène internationale. Pour illustrer tout ça, on pourrait peut-être parler de l'événement Sport Beach organisé par Stagwell pendant les Cannes Lions. C'est un bon exemple de cette fusion sport, business, entertainment, non? Ah oui, excellent exemple. Chaque année, ils montent d'un cran. Ils réunissent des légendes du sport, Megan Rapinoe, Carmelo Anthony, les frères Kels en 2024. Pour 2025, ils ont annoncé Serena Williams, Linda Yaccarino, la CEO de X. Et ce qui est fort, c'est qu'ils intègrent parfaitement les sponsors dans l'expérience Summers. Des Runs Club avec Mo Farah sponsorisé par Soconi, des dégustations de cocktails avec Diageo, des expériences VR avec Meta. Serena Williams, d'ailleurs, viendrait plus pour la plateforme offerte par l'événement que pour un cachet en soi. C'est vraiment un écosystème où chacun, la star, le sponsor, le participant, trouve son compte. Et ils sont en train d'exporter le concept à Davos, au Super Bowl. C'est très malin. Quelles leçons on peut en tirer pour des entreprises ou des structures plus modestes qui nous écoutent? Qu'on peut tout à fait s'en inspirer, mais à son échelle. Une personnalité locale ou une figure reconnue dans son secteur d'activité. Un lieu sympa et un peu atypique dans sa ville. Une programmation bien pensée et engageante. Il est tout à fait possible de créer sa propre dynamique iconique, de marquer les esprits, sans avoir forcément les moyens de Stagwell. Faut juste oser adapter la recette.
Si vous deviez résumer toute cette approche, votre philosophie, en une seule phrase, ce serait quoi? Je dirais ne jamais s'auto-censurer. Il faut accepter de prendre beaucoup de non pour savourer les quelques oui qui peuvent littéralement transformer une activité. Il faut oser contacter ces gens, mais le faire avec authenticité et surtout avec une proposition de valeur qui soit limpide pour eux. C'est un message très fort. Merci beaucoup Emmanuel pour ce partage d'expérience, pour toutes ces clés, ces pépites devrais-je dire. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on rappelle qu'il y a des ressources disponibles sur le site ipanovia.com. Merci à vous pour l'invitation. Et oui, un dernier mot peut-être pour ceux qui nous écoutent. Eh bien, les prochaines stars de votre événement sont peut-être juste à portée d'email. Alors, osez les contacter.